Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le grand débrief du Tour de France Homme. Et oui, le Tour de France Homme, puisque en ce moment il y a le Tour de France Femmes qui a débuté dimanche de Clermont-Ferrand, qui arrive ce dimanche à Pau. Tour de France Homme, 3 semaines de courses intenses qu'on a vécu chaque soir dans Vélo Podcast avec notamment mon acolyte de toujours, François Père Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, c'est surtout toi qui as fait toutes les étapes. Bravo, t'as fini maillot jaune de Vélo Podcast. Un maillot jaune, même lors des journées de repos, on ne lâchait rien du tout dans Vélo Podcast. On vous a fait la présentation, les débriefs chaque soir d'étape pendant les journées de repos. Vous aviez aussi des briefs de la semaine. Et puis là, on continue avec un petit journal du TDFF, le journal du Tour de France Femmes, chaque soir d'étape aussi. On ne lâche rien pendant ce mois de juillet. Bon, après, il sera temps de se reposer. Ou peut-être pas parce qu'il y a les championnats du monde qui arrivent, tu vois. Bon, et pour un instant autopromo, on peut dire qu'on a explosé les scores de Vélo Podcast grâce à ce Tour de France, hein, Guillaume. Un petit peu. Ça fait quand même plaisir de voir que les audiences ont suivi. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Franchement, pendant ce Tour de France, on a explosé les records qu'on n'avait jamais vus dans Vélo Podcast depuis notre création. On a dépassé la barre des plus de 40 000 auditeurs et ça, franchement, toutes plateformes confondues, ça fait vraiment plaisir, FP. Merci notamment à toi de m'avoir accompagné. J'en profite aussi pour remercier ceux qui étaient avec moi pendant ce Tour de France, qui m'ont accompagné pour les débriefs d'étape. Étienne Gourceau, Julien Després, puis aussi un auditeur, Denis. Salut Denis, je te salue. Merci d'avoir été avec moi tous pendant ce Tour de France pour m'accompagner. Ouais, et on n'oubliez pas, donc vous pouvez retrouver évidemment pour celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict aussi et sur YouTube évidemment. Maintenant que l'instant autopromo est fait, Guillaume, alors ce Tour de France déjà, on va prendre un peu point par point, on va prendre le temps, tu l'as dit, mais un bilan général, t'en as pensé quoi de cette édition ? J'ai été au taquet. En fait, j'ai été au taquet pendant 2 semaines. Et puis du moment où Vingegaard a tué le tour lors du chrono, j'ai une sorte de redescente. Et puis après, lors de l'arrivée à Paris, c'est vrai que les derniers jours de course, je dis pas que j'étais moins intéressé parce que je suis toujours intéressé par le Tour de France, mais c'est vrai que j'ai une sorte de redescente un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait plus ces 10 secondes en fait. Cet écart minime nous a tenus en haleine pendant des jours et des jours. Ça se jouait à coups de bonif. Il y avait des rebondissements avec le coup des motos, notamment dans Jouplane. C'était un super spectacle. On en parlera parce que moi c'est un de mes tops. Ils ont élevé le niveau, du cyclisme à un niveau dingue. Cette bataille a été énorme à suivre. Donc voilà, une sorte de redescente, mais j'ai quand même bien apprécié ce Tour de France où finalement, même lors des journées où c'était un peu moins avec un peu moins de bataille, ou en tout cas pour les favoris, il y avait toujours de la bataille. C'était d'autres coureurs qui allaient se bagarrer et ça allait à des allures folles et c'était une bagarre de dingue dès le début, quoi. Donc non, j'ai vraiment apprécié. Ouais, je trouve aussi que c'est un bon Tour de France et moi je trouve que c'est lié aussi au parcours parce que c'était un bon parcours cette année, j'ai trouvé. Alors il y a eu beaucoup de critiques de ma part également, parce que c'est vrai que je maintiens que le Tour de France devrait se déplacer un peu plus dans d'autres régions que les régions habituelles. Évidemment, il nous faut les Alpes et les Pyrénées pour que ça soit intéressant également. Ouais, c'est un peu ça. Mais je parle pas que du Nord, l'Est de la France, l'Ouest aussi, le Sud-Est parfois également, même si on ira plus l'an prochain, on le sait déjà. Donc voilà, c'est toujours mon petit regret. Après, tu avais justement souligné, je trouve qu'aujourd'hui, à l'époque où il faut faire attention au niveau de l'écologie, c'est vrai que les profils d'étape, les secteurs où c'était, oui, c'est beaucoup plus rapproché, alors c'est peut-être moins polluant, donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intéressant à suivre. Mais le parcours a fait beaucoup, je trouve, cette année pour rendre le Tour intéressant dès la première étape. Et effectivement, après, quand le jeu était fait sportif, on a eu des étapes quand même beaucoup plus débridées. Et au final, même quand il y avait moins cette bataille du maillot jaune, il y avait aussi le côté qui va gagner l'étape. Et on a eu des émotions malgré tout. Donc moi, je trouve que c'est une belle édition. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que pour revenir sur le côté parcours, en fait, on avait souligné le fait justement que les villes d'étape étaient rapprochées, ce qui évitait des liaisons plus grandes. Et donc, après, c'est vrai, des trajets le soir d'étape de plus de 2 heures de bus pour rallier les villes étapes du lendemain ou les lieux où il fallait dormir. Donc, c'est vrai que c'était assez bien dessiné. Ça ne traversait pas toute la France, c'est sûr. Moi, ce que j'ai apprécié, alors c'est peut-être mon côté où j'habite dans le sud-ouest, c'est que
j'ai trouvé que le Sud-Ouest a été bien utilisé pour une fois. La Nouvelle-Aquitaine a été utilisée dans son entièreté, j'ai envie de te dire un petit peu. Les Pyrénées, les Pyrénées espagnoles, les Pyrénées françaises, après la remontée avec des villes-étapes comme Dax, Mont-de-Marsan, on est allé dans le Gers, même si c'est côté Occitanie, on est remonté par Bordeaux, qui était... après, on part dans des considérations politiques quand on arrive à Bordeaux pour accueillir le Tour de France, mais c'est vrai qu'après on est parti vers Limoges et même tu vois par exemple Limoges, je dis pas que c'est une place forte du cyclisme français, mais il y a l'arrivée du Tour du Limousin chaque année, qui est une course qui compte au niveau continental au mois d'août, où tu as des équipes qui viennent, notamment faire des points l'année dernière. Ils sont venus faire des points, des équipes qui viennent. La Movistar vient régulièrement au Tour du Limousin. Ce sont des villes qui comptent et qui ne sont pas assez visitées. Alors il en faut pour tout le monde. Il y a encore des villes qui n'ont jamais été visitées par le Tour, mais c'est vrai que ce profil était équilibré. Ce profil de Tour était équilibré, et peut-être que le fait que les écarts aient été faits très tôt, qu'il y ait des écarts très tôt, ça a dessiné un classement général très tôt et donc permis ensuite derrière une autre course, plutôt que d'avoir une semaine où c'est plat, t'as les sprinters, t'as un contre-la-montre et après t'arrives dans les montagnes. T'en penses quoi, toi ? Non, t'as raison, je te rejoins tout à fait sur l'utilisation du Sud-Ouest. Pas grand chose à rajouter de plus, si ce n'est que voilà, ça faisait plaisir de voir nous, amis landais, que voilà, Mont-de-Marsan et Dax aient eu leur étape aussi. Et bel hommage à André Darrigade également, qui reste quand même un coureur hors norme pour nous, même si on n'a pas pu le connaître. En tout cas, les anciens, je pense, savent quelle valeur il avait, et on aurait bien aimé l'avoir, nous, en 2015-2020, tu vois, dans cette période-là, pour qu'on ait enfin un sprinter français, même si on a Arnaud Démare, mais quand même, on aurait aimé l'avoir, vu son palmarès. Bon, on passe un peu à la suite quand même, Guillaume, parce que on prend le temps, certes, mais on va garder nos habitudes qu'on a utilisées au Tour de France. C'est le podium, alors pas de l'étape, mais du Tour. Guillaume, le tien, c'est quoi ? Alors, podium du Tour, on va dire podium du Tour, après on va avoir un peu nos flops du Tour, et puis ensuite on va parler un peu des équipes, on va débriefer, donc ça va permettre de ratisser large dans ce Tour de France. Allez, mon podium, le numéro 1, c'est quand même la bagarre Vingegaard-Pogačar. Je l'ai dit en introduction, pour moi ça a vraiment élevé le niveau, ce suspense a élevé le cyclisme à des sphères très hautes dans l'intensité, et l'intensité à la fois sur la route et à la fois hors route, intensité psychologique aussi. On est rentré dans d'autres paramètres qu'on n'avait pas forcément vu l'année dernière lors de la deuxième bagarre, puisque l'année d'avant, quand Pogačar avait gagné, il y avait déjà Vingegaard derrière. Mais voilà, ce duel Pogačar-Vingegaard, moi, m'a vraiment plu. Le deuxième point, quel deuxième point j'aurais dans les tops, je te dirais quand même Jasper Philipsen au sprint, qui a vraiment explosé sur ce Tour de France. Il y a toujours, pratiquement en tout cas, toujours sur un Tour de France, un sprinter qui domine les autres, un sprinter hyper dominant. On a vu Cavendish notamment il y a peu, il y a des années aussi, il y a vu Kittel, Greipel, il y a vu un peu Gaviria qui avait gagné une ou deux étapes. Là, vraiment c'était le Tour de Jasper Philipsen au sprint, et franchement il a vraiment été énorme, donc bravo à lui, voilà, bravo à lui. Et puis allez, mon troisième top, je vais alors on va parler des équipes plus tard, donc je vais éviter la Cofidis tout de suite, parce que pour moi ça fait partie des tops, de ces tops là. Troisième top, tu vois que c'est pas préparé, on fait ça à l'instant un peu, troisième top, allez, je te dirais le parcours, je te dirais quand même les étapes, même les étapes pour baroudeur où ça vraiment notamment ça a bagarré avec notamment la victoire de Kasper Asgreen. C'était vraiment de belles bagarres, et je trouve que les baroudeurs en ont eu pour leur pain aussi en fin de tour avec la fatigue, notamment en troisième semaine, et j'ai aimé ça vraiment parce que on a retrouvé un peu ce qu'on voit lors des Flandriennes où ça bagarre, et ça m'a plu. Bon, toi FP, ton top 3? Alors, je vais éviter de reprendre les mêmes points que toi, même si je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit, notamment sur la bataille Vingegaard-Pogačar. Mon premier point, ce serait révélation Félix Gall, parce qu'on en a beaucoup parlé, certes, aussi dans le podcast, même avant, au Tour de Suisse. Assez inattendu, certes, à ce niveau, je trouve, mais un grimpeur d'exception sur lequel H2R doit absolument capitaliser, et je pense que c'est important, et c'est intéressant ce que fait H2R avec lui, même si on a critiqué la tactique de course sur certaines étapes. En l'occurrence, voilà, sur son Tour de France, c'est presque frustrant pour lui qu'il ait raté son début de tour, donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Mon deuxième point, moi, ce serait du très bon Thibaut Pinot
et de la frustration Julien Alaphilippe. C'est-à-dire que Thibaut Pinot, on sait que c'est son dernier Tour de France, il nous a fait plaisir, il aurait mérité une victoire d'étape, en tout cas vu ce qu'il a montré, peut-être le super combatif aussi, ça c'est un bon point qu'on pourrait revenir. Et puis frustration Julien Alaphilippe parce que c'est triste de le voir à ce niveau, et c'est Étienne qui en parlait souvent, même sur Twitter, Étienne Gourceau, que vous avez entendu sur Vélo Podcast. Est-ce que Julien Alaphilippe, on n'est pas en train d'assister un peu à sa descente et qu'il devrait viser des courses un peu moins importantes? C'est un peu la question que je voudrais qu'on se pose après ce Tour de France. Et pour mon troisième point, alors tu me disais que tu voulais mettre dans les équipes top, moi j'en parle quand même tout de suite parce que merci la Cofidis aussi, parce que Cofidis, c'est un travail de plusieurs années depuis que Cédric Vasseur a repris cette équipe qui était mal en point à l'époque, et voilà, franchement sur ce Tour de France ils étaient très très bons, ils finissent par un top 10 de Guillaume Martin qui, quoi qu'on en dise, il est toujours en difficulté, mais il arrive toujours à faire le top 10. C'est vraiment ce gars, tu sais pas comment il fait, mais il a fait top 10. Franchement, sur ce Tour de France, oui, tu vois, et pourtant j'aime la Cofidis, tu sais bien, on la suit beaucoup. Guillaume Martin, quand tu vois Thibaut Pinot, je pense qu'on peut inverser les places, ça choque personne. Et puis il y a Sepp Kuss aussi qui est tombé le samedi. Il s'en est fallu peu, hein. Voilà, c'est ça. Donc, mais comme quoi, il arrive toujours. Donc, c'est ça qui est assez incroyable avec ce coureur. Il gagne pas beaucoup, mais il est toujours placé. Donc, c'est assez brillant. Donc, voilà, je mettrais ça en avant. Ouais. Mais alors, tu vois, on en parlera tout à l'heure. Moi, pour Alaphilippe, je l'aurais mis dans les flops. C'est un peu on dur, va en parler. Ce sera peut-être. C'est un peu dur, mais c'est pas un gros. Il ne faut pas considérer le mot flop comme un gros mot ou comme quelqu'un qu'on incendie. On fait un bilan de quelqu'un, on attendait quelque chose de quelqu'un et c'est le bilan à la fin. Le flop, c'est un peu ça, c'est le différentiel entre ce qu'on attendait au début et ce qu'on a à la fin, et qui est un bilan négatif par rapport à ce qu'on espérait. Et bon, on en parlera tout à l'heure, de Julien Alaphilippe, parce que bon, voilà. On fait quoi? On parle directement de Pogačar Vingegaard. Oui, je pense. On en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on peut en parler un peu maintenant. Sans revenir sur ce qu'on a dit pendant 3 semaines. Ouais, Pogačar Vingegaard, ils nous ont fait le duel qu'on espérait pendant 2 semaines, et il y a eu ce chrono qui a tout changé en fait. Et Pogačar, malgré tout, je maintiens que sa blessure lui a fait beaucoup, et il n'était pas prêt pour 3 semaines. Il était prêt pour un tour de 2 semaines. Tu vois, ça se joue à quelques secondes près, mais 3 semaines c'était beaucoup trop. On le voit après, il est plus dedans, il est plus du tout dedans, et après quand il perd, et tu vois même sa tête après 2 semaines de course, hein. Oui, même ça, mais même quand il y a encore 10 secondes, hein, la tête elle est fatiguée, hein. Effectivement, alors je crois que c'est à Saint-Gervais-Mont-Blanc le dimanche, hein, si je dis pas de bêtises, oui. Où il est déjà pas si bien que ça à la fin, hein. À la fin, il essaye 2-3 accélérations, mais c'est plus comme la veille aux Portes du Soleil. Donc moi je pense qu'il était en difficulté déjà dès le dimanche soir, et quand tu vois le chrono, ça se confirme. Et puis après à Courchevel, alors là c'était le drame, quoi. Là c'était un Pogačar. Je crois, tu l'as déjà vu comme ça, franchement? Non, non, c'est la première fois que je te dis non, mais il y a eu le Granon. Mais je pense que le col de la Lose, c'est un cran au-dessus de la défaillance du Granon. Ouais. Je suis d'accord. Ah non, totalement. Parce que le Granon, à l'époque, rappelle-toi, il a voulu un peu, je vais dire faire le kéké entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il a voulu réagir à toutes les attaques de Jumbo. Oui, avec les petits signes à la moto, dans la descente du Galibier, puis avant dans l'ascension du Galibier, quand Jumbo s'y est mis à 2 avec Roglic et Vingegaard, il a voulu répondre à toutes les attaques. Donc oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'il veut faire. Donc je pense que physiquement, il a craqué physiquement, parce que ça reste qu'un homme. Tu vois, il peut pas tout faire. Oui. Alors que là, c'est clairement une grosse défaillance, comme beaucoup de Français ont connu, quoi. Ouais, alors tu vois, moi je vais aller au-delà, parce que c'est vrai qu'on a débriefé pendant 3 semaines cette bagarre, en tout cas pendant 2 semaines, les 10 secondes qu'il y avait, avec Pogačar qui grappillait seconde de bonif par seconde de bonif. Moi je voudrais qu'on parte sur le terrain psychologique de cette bataille. Je trouve qu'il y a eu, et pour avoir été sur le tour pendant la première semaine, la bagarre psychologique était déjà présente dans les mots. Non, c'est l'autre équipe qui est favorite. Non, c'est les autres qui sont favoris. Jumbo qui rejetait sur UAE le fait d'être favori, et puis inverse. Il y a une énorme bagarre psychologique, et pour moi, c'est peut-être je vais pas dire un tournant dans la carrière de Pogačar, mais je vais penser à l'étape de samedi au Markstein, où dans le final, dans le Platzerwasel, c'est dans le Platzerwasel ou c'est un peu plus tard vers le Markstein, où Vingegaard il marque, non c'est au sommet du Platzerwasel, quand il y a Félix Gall qui qui est en tête et qui passe en tête du Platzerwasel, Vingegaard mais qui arrête pas de se retourner seconde après seconde pour regarder Tadej Pogačar, alors qu'il y a déjà 7 minutes d'écart au général, et que le Tour de France est déjà joué, mais il y a une bagarre psychologique et une sorte d'emprise, une sorte d'étau, une sorte de tenaille mise par les Jumbo-Visma autour de Pogačar pour le maintenir sous pression. Et c'est vrai que moi je pensais avant le Tour de France qu'il allait monter en pression, et bon voilà, il y a eu le contre-coup de cette préparation tronquée après 2 semaines de course.
il est humain, Tadej Pogačar, il est humain, mais il s'est aussi farci toute la campagne de classique à vouloir gagner le Tour des Flandres, derrière à vouloir gagner et l'Amstel et la Flèche, à vouloir concurrencer Evenepoel sur Liège, et c'est à Liège qui chute. Bon, je vais pas revenir sur ce qu'on a dit, mais derrière il y a eu cette bagarre, et en fait tu as eu un Vingegaard qui était au sommet de son art, on peut dire ce qu'on veut. Vingegaard, il a sûrement eu les meilleures jambes de sa carrière pendant ce Tour de France, il a géré, et la Jumbo visait ce début de 3e semaine, et ils ont tenu une pression, ils ont mis une pression de dingue sur Pogačar dès le début, ils l'ont pas lâché, et Pogačar, malgré un Adam Yates qui était très bon, qui termine 3e du Tour de France, premier des humains, on va dire, comme pour reprendre les termes un peu de Wout van Aert, mais Pogačar a craqué. Mais pour moi, cette emprise psychologique mise par la Jumbo-Visma, ça contribue au fait que le combat ait été élevé encore d'un ou deux crans par rapport à l'année dernière. Ouais, mais après, allons plus loin, c'est que moi je trouve que sur le début du Tour de France, quand on voyait l'équipe UAE, elle était plutôt bien construite, et je trouve qu'effectivement ils ont fait un bon recrutement, et que Adam Yates a beaucoup apporté à Pogačar. Malheureusement, je pense que l'équipe Jumbo est plus complète sur tous les terrains, alors que la UAE, quand ça grimpe, c'est une équipe qui vaut la Jumbo-Visma, je pense. Malheureusement, sur tous les terrains, ça veut dire que sur le plat, sur les descentes, sur prendre des points sur des bonifs, sur des sprints à ce niveau-là, c'est quand même la Jumbo qui est meilleure que UAE. Donc moi je trouve effectivement Van Aert a eu un rôle très important à la Jumbo, malgré un Tour de France où il ne remporte pas d'étape. Dans l'équipe, il a permis, je pense, à Vingegaard de remporter ce 2e Tour de France. Oui, alors on va pas revenir sur l'épisode de Jouplan où Van Aert travaille, explose, revient, retravaille, explose. Bon, on va pas revenir sur cet épisode-là, mais c'est pour ça que je parle peut-être d'un tournant dans la carrière de Pogačar, parce qu'on a vu tout de suite les Jumbo. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup raillé le côté de Vingegaard qui ne rigole jamais dans le peloton, notamment Johan Alfredo sur France Télé qui est beaucoup revenu en disant que Vingegaard c'est pas le genre de gars mettre un doigt dans le cul pour rigoler les soirs d'étape, même si sa femme dit après le Tour de France qu'il a l'habitude de péter à la maison. Bon, ça voilà, c'est pour la petite blague, mais le côté psychologique, tout de suite, Pogačar a beaucoup eu le sourire, et puis au bout de 2 semaines de course, ce sourire a un peu disparu, mais peut-être qu'on reverra pas le même Pogačar aussi souriant dès le départ l'année prochaine du Tour, qui sera en Italie, s'il est sur le Tour de France. Peut-être que ça va changer un peu la manière de voir un peu de Pogačar, parce que pour battre Vingegaard, un Vingegaard qui a été frais, préparé idéalement pendant cette saison-là, il va falloir se lever tôt et avoir une préparation pas aussi tronquée, peut-être pas faire autant d'efforts en mars et en avril sur les classiques. Donc je pense que ça va être peut-être un vrai tournant ce qui s'est passé cette année. Donc ça va être intéressant à voir, sachant qu'en plus là on va avoir Vingegaard sur le Tour d'Espagne face à Evenepoel avec Roglic, et Ayuso qui a chuté sur une classique espagnole en début de semaine là. J'espère que ça va pas lui causer trop de problèmes dans sa préparation pour le Tour d'Espagne. Ayuso qui sera le leader UAE des UAE pour le Tour d'Espagne. FP, on a fait le tour un peu de cette bagarre Pogačar-Vingegaard qui quand même nous a tenu pendant 2 semaines. Chapeau à eux. Le côté, alors on va pas revenir sur le côté suspicion. Après le contre-la-montre a éveillé beaucoup de suspicions à l'intérieur même du peloton. On a eu quelques retours, on a un peu discuté avec des connaissances du peloton. C'est vrai que ça éveille beaucoup de doutes, cette performance éveille beaucoup de doutes, mais en tout cas j'ai envie de te dire, pas vu, pas pris, pas pris, pas sanctionné, pas de preuve, voilà. C'est ça, voilà. Pas de preuves, pas sanctionnées, et en attendant, les autres coureurs font leur course, et puis s'il y a une instance, en tout cas quelqu'un contre qui on doit gueuler, ou les doping sceptiques, tu vois, ceux qui sont à tout prix dans la remise en question des performances, contre qui ils doivent gueuler, eux, c'est peut-être plus contre l'UCI, peut-être plus contre les instances d'antidopage que contre les équipes, parce que bon, on sait bien qu'on n'est plus dans les années 2000 avec des dopages organisés à l'intérieur même des équipes, mais c'est aux instances aussi de resserrer peut-être encore un peu plus la vis. Bon voilà, on refera d'autres débats, notamment courant
courant de l'hiver. On refera peut-être un grand débat dopage comme on a pu faire avant. Mais voilà, on écarte ça tout de suite. FP, tu m'as parlé notamment de Félix Gall, toi, dans tes tops. C'est vrai que le coureur AG2R, il fait une fin de Tour de France en boulet de canon. Et s'il n'avait pas perdu 5-6 minutes dès le premier week-end de course, on l'aurait peut-être vu sur le podium, hein. C'est la grosse frustration pour lui, je pense, parce que vraiment, c'est le début de Tour de France, il est pas très très bon. Il finit 36e à Bilbao, il finit 46e avec plusieurs secondes de perdu à San Sebastian. Ouais, c'est très compliqué pour lui, mais en final, il remporte, pour un premier Tour de France, c'est quand même assez beau ce qu'il fait, parce que il remporte une étape, il finit 8e du général, il aura compté sur la fin du Tour de France. Voilà, c'est un coureur qui grandit aussi, mine de rien, effectivement, il racontait après sa victoire d'étape, voilà, qu'il avait été un peu, j'allais dire maltraité, c'est un peu dur comme mot, mais mal considéré, dirons-nous, chez DSM, que chez H2R, voilà, il a trouvé vraiment une équipe qui compte pour lui. Et voilà, ils ont visiblement, c'est bien, c'est des moments comme ça, je trouve intéressant, c'est le bon coureur au bon moment dans la bonne équipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Les comme l'avait été Ben O'Connor quand il avait explosé en 2011. Exactement, c'est 2021, un peu ça. Pardon, 2021. Exactement. Et puis voilà, donc H2R a fait un très très bon coup, parce que c'est vrai que c'est un coureur, je pense que on savait que c'était un grimpeur correct. Maintenant, à voir qu'il fait ce genre de résultats, voilà, on s'y attendait vraiment pas. Donc pour Félix Gall, tout comme pour AG2R, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'AG2R, mine de rien, depuis quelques années, ils ont du mal à trouver des grands leaders dans leur équipe, ou alors leur leader donne pas assez satisfaction. Moi, je pense notamment à Ben O'Connor qui tâtonne le bon et le moins bon. Cosnefroy, c'est un peu pareil. Donc un Félix Gall fait du bien, parce que lui, mine de rien, pour l'instant, quand tu vois son Tour de Suisse, même s'il fait 8e, il mérite le podium. Il sait qu'il doit progresser, mais il a fait un très bon Tour de Suisse. Et sur ce Tour de France, il fait 8e également du général, et il remporte une étape aussi, et 3e des meilleurs jeunes. Donc vraiment, voilà, moi je trouve que Félix Gall, c'est la révélation de ce Tour de France. Clairement, moi je trouve qu'il n'y a pas de débat. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est celui qui a explosé aux yeux du grand public. Même auprès de nous. Ben O'Connor, je vais un peu nuancer. Même auprès de nous, c'est vrai. Mais tu as entièrement raison. Mais c'est vrai qu'on l'a. Voilà, tout le monde ne regarde pas le Tour de Suisse, notamment. Désolé, FP. Mais c'est vrai qu'on l'avait quand même vu arriver sur le Tour de Suisse. Alors, c'est vrai que ceux qui sont bons au mois de juin et qui tiennent pas 2 semaines sur le Tour de France derrière, on en a vu pas mal. Mais là, lui, au contraire, il a mal commencé le Tour de France pour bien le terminer. Et c'est vrai qu'avant le Tour de France, Julien Jourdi avait dit on a meilleur grimpeur du Tour dans notre équipe. Bon, une fois qu'il dit ça, Julien Jourdi, il est capable. Julien Jourdi, c'est un Marc perdu en puissance. Hein, il est capable de faire croire à Gilbert Montagnier qu'il y voit. Hein, attends, voilà, juste, dans les discours. Guillaume, c'est drôle de dire ça, sachant qu'il a pas roulé pour gagner le maillot de meilleur grimpeur. H2R. Oui, alors on va pas refaire le débat sur cette avant-dernière étape au Markstein, sur la tactique AG2R, parce que bon, ça m'énerve encore. Ils avaient vraiment le maillot à poids, mais bon, il n'est pas le meilleur grimpeur du Tour, c'est Joe Ciccone qui avait visé. Bon, bref, voilà, on referme la parenthèse. Merci FP. Non, mais c'est vrai que Félix Gall, peut-être qu'il n'a pas cru en lui-même au début du Tour de France. Alors peut-être non, il y a une hiérarchie définie. C'était Ben O'Connor, Guillaume, je pensais pour ça aussi. Et voilà, et peut-être que l'erreur d'AG2R était de définir tout de suite, de dire, parce que ils disent qu'ils ont le meilleur grimpeur avec Félix Gall, mais en fait c'était un peu tout pour Ben O'Connor. Si AG2R avait dit dès le début, bon, on arrive avec 2 gars, O'Connor égal pour jouer le général, et on verra après dans la suite du Tour de France, peut-être qu'AG2R s'attendait pas à ce que Félix Gall arrive comme ça sur 3 semaines aussi, 3 semaines entières, hein. Il s'attendait peut-être à ce que Félix Gall fasse top 15, O'Connor top 10, et puis derrière Gall joue 1 ou 2 étapes. Peut-être qu'il le voyait plus comme ça, mais au final il va faire top 10, il perd pas ses 6 minutes au début, il est pratiquement sur le podium, il va concurrencer Adam Yates pour la 3e place, et Ben O'Connor, en fait on peut pas en vouloir à G2R, parce que Ben O'Connor, il est arrivé aussi en forme dans ce Tour de France. Ah bien sûr, il fait un très gros Dauphiné. Hein. Il fait un très gros Dauphiné, il fait une belle saison encore avec des top 10 sur les courses par étape où il a participé, et voilà, pour AG2R, c'est prometteur en tout cas. Ce Tour de France, c'est prometteur pour la suite pour AG2R. Et je trouve que ça fait partie de ces équipes qui sont vraiment des satisfactions, équipes françaises, où il y a vraiment des satisfactions dans ce Tour de France. Alors, il y a Félix Gall. Dans cette équipe, il y a des coureurs qui ont traversé ce Tour de France
que je pensais même pas qu'ils étaient inscrits. Je pensais à Oliver Neisen. Ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, Oliver Neisen. Je pensais même pas qu'il était inscrit sur le Tour de France. J'ai dû regarder la start list en début de 3e semaine pour voir s'il était encore là, pour voir s'il était bien là déjà dès le départ. Et oui, il était là. Donc bon, voilà. En tout cas, Félix Gall, c'était un point. Tu as eu raison, FP, de vouloir en parler. Ça fait vraiment partie de ses satisfactions. Autre point, j'avais parlé de Jasper Philipsen. Du coup, toi, c'est ton deuxième top. Quand même, Philipsen qui remporte le maillot vert, évidemment. 4 étapes du Tour de France. Allez, la frustration pour Philipsen, c'est peut-être de perdre contre Jordi Meeus lors de l'étape des Champs-Élysées. Mais mine de rien, c'est vrai que tu as raison, c'est quand même un top. Hein. C'est-à-dire que c'est un coureur qui était ultra prometteur chez les jeunes, qui ont début de carrière, et c'est vrai que ça, j'avais un peu oublié, mais quand il passe chez les pros, tu sais où il passe chez les pros, toi, Philipsen? Je te pose la question, tiens, tu vas voir, est-ce que tu l'as? Philipsen, où est-ce qu'il passe chez les pros? C'est une équipe belge? Non. Ce n'est pas une équipe belge. Alors en fait, il était il est pas chez UAE, de l'équipe BMC. Eh ben si, exactement. Voilà. Il fait BMC développement. Après, il passe chez Hagens Bermans Axion, équipe d'Axel Merckx. Et en 2019, il passe pro chez UAE. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un choix de carrière, franchement, c'est un choix de carrière pour débuter. Alors que UAE. Alors il y avait Gaviria aussi à l'époque chez UAE, mais c'est pas une équipe qui donnait beaucoup de place pour les sprinters, et un mec comme ça qui était attendu, et il a le même âge que Jordi Meeus, t'imagines, hein, mais Jasper Philipsen était vraiment attendu comme un des top sprinters au monde de sa génération, et c'est en arrivant chez Alpecin-Deceuninck en 2021, il fait 2 saisons chez UAE, il arrive chez Alpecin Phoenix en 2021, qui devient Alpecin-Deceuninck cette saison, et là il y a une vraie explosion, avec en plus Mathieu Van Der Poel, poisson pilote, idéal. Ouais, c'est ça, même si dans Sprint aux Champs-Élysées, il se fait un peu enfermer, Philipsen. Oui, il se fait super bien emmener en fait. Parce que clairement, il avait le meilleur poisson pilote du Tour de France en fait. Ça aussi, ça compte parce qu'il a beau être le meilleur sprinter, quand tu vois certains sprints serrés face à Groenewegen, face à Jordi Meeus, face à d'autres coureurs aussi, il y a eu Phil Bauhaus aussi qui a fait un très bon début de Tour de France, Caleb Ewan également. Mine de rien, il était tellement bien emmené qu'il faisait moins d'efforts que les autres en fait à l'approche du final. Ouais, avec Jonas Rickaert aussi qui faisait un énorme travail dans le final. Et cette équipe Alpecin-Deceuninck, moi je suis pas loin de dire qu'elle avait peut-être arrivé à dépasser la Soudal Quick-Step dans la hiérarchie des équipes belges. Hein. Parce que la Soudal Quick-Step aujourd'hui nous a pas arrivé ne plus. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est assez juste. Je pense qu'Alpecin-Deceuninck, qui commence à être bon sur tous les terrains, eux, ils ont... Dans le recrutement des gars, c'est annoncé, il n'y a pas de gars pour jouer le général. Par contre, après, dès que ça commence à être un peu vallonné, il y a toujours un gars à l'avant. Pour les sprints massifs, ils ont toujours quelqu'un pour jouer la victoire. Dans la campagne de classique, ils font les... Voilà, quand t'as Van Der Poel, c'est sûr qu'il peut être bon partout. Si tu cibles bien le calendrier, mieux cette année que l'année dernière pour Van Der Poel, voilà, tu t'assures beaucoup de victoires déjà. Mais pour Alpecin-Deceuninck, voilà, Jasper Philipsen, il en est déjà 6 victoires sur le Tour de France, 3 victoires sur la Vuelta à 25 ans. C'est franchement prometteur pour la suite. C'est assez propre. Ça, c'est propre. Et maintenant, on va le voir. On attend de le voir sur le Giro. On attend de le voir sur le Giro pour compléter sa panoplie au niveau du Grand Chelem. Mais voilà, il fallait quand même en parler de Jasper Philipsen. Parce que je crois qu'au final, sur le Tour de France, il y a 6 sprints massifs qui arrivent au bout. Parce qu'il y a le sprint massif, notamment quand Asgreen gagne, mais Philipsen termine 4e juste derrière. Donc, il y a 6 sprints massifs pour la victoire. 4 victoires, 2 deuxièmes places à Limoges et aux Champs-Élysées. Tout à fait, ouais, non, c'est ça, il a vraiment fait un très gros Tour de France. Hein. Maillot vert qui gère bien la montagne, qui passe bien la montagne et qui n'était pas en difficulté quand ça grimpait. Il rentrait sans forcer dans les délais. Donc voilà, très prometteur. Il fallait en parler donc de Jasper Philipsen qui termine donc maillot vert de ce Tour de France. Maillot à pois, Gio Ciccone, belle revanche après son départ prématuré avant même le départ du Giro. Il visait le général. Il adore ce classement de la montagne, Gio Ciccone. Je crois qu'il avait terminé deuxième du classement de la montagne l'année dernière. Je crois qu'il avait terminé pas très loin. Il s'était bagarré, il s'était fait avoir. Je regarde, je suis devant l'affiche. Tour de France 2022.
Gio Ciccone 3e du classement de la montagne derrière Vingegaard et Geschke, voilà, où ils se font avoir avec Vingegaard dans la dernière étape de montagne qui arrive à Hautacam. Mais Ciccone, il adore ce maillot à pois, il adore ce classement de la montagne du Tour de France, et c'est une belle récompense pour lui. C'est un coureur que j'aime beaucoup, offensif, grimpeur, italien. Voilà, j'espère qu'il aura l'occasion de viser un classement général sur son Tour d'Italie, Tour national. Voilà, la parenthèse Ciccone, on en a parlé. Toi, FP, allez, les baroudeurs, on en a parlé vite fait en introduction, on va pas y revenir. Ça a été de belles étapes, belles étapes de baroudeurs en 3e semaine, avec de belles bagarres, de belles peignées. Ça faisait. On va le lier au point 2. Je vais juste te dire que pour les baroudeurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sur le Tour de France. Alors, voilà, autant d'étapes où pour prendre les échappées, ça a été des bagarres de près de 100 km. Où il y a eu des échappées, des vraies échappées de baroudeurs avec des top classic men à l'avant pour jouer la victoire sur les étapes de baroudeurs. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gars tenter les échappées, dont les Français. François Pierre, tu vois la transition, la passe décisive, c'est pour toi. C'est gentil. Donc oui, par rapport à Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe, moi ce que je voulais dire, c'est que Thibaut Pinot, merci, on en a fait beaucoup déjà. Thibaut Pinot, il représente. En fait, je trouve que ce Tour de France, c'est à l'image de sa carrière. Malchanceux parce qu'il remporte pas de victoire d'étape, mais il nous aura fait vibrer parce qu'il aura donné tout ce qu'il avait et que ça, je sais pas, il envoie une image où on a l'impression que vraiment il donne tout, tu vois. Et c'est ça qui est rassurant, c'est que c'est des coureurs comme ça où tu dis exactement, et tu te dis il a fait ce qu'il a pu, il nous a fait vibrer, il a des facilités en montagne, et malheureusement ça n'a pas suffi aujourd'hui. Et mine de rien, il fait une grosse saison parce qu'il a quand même fait 5e du Giro, et il fait 11e du Tour de France au général. C'est exactement ce que j'allais dire. T'imagines ? Et je crois qu'il est top 15 mondial au moment où on parle. Oui, exactement, tout à fait. Et ça m'amène, parce que du coup je fais court sur Pinot, mais je vais faire plus long sur Julien Alaphilippe parce que je vois que tu es intéressé par le débat. Juste te dire, alors, si tu fais court sur Pinot et que tu passes sur Alaphilippe direct, je te dirais juste que j'ai chialé devant les images c'est au Petit Ballon, je crois, au Petit Ballon où il passe au virage Pinot. Je te jure que j'ai lâché des larmes. Encore bravo à la FFL pour l'organisation de cette journée, comme quoi on peut y mettre énormément de public à un point précis qui est maintenant défini lieu de culte sur Google Maps. Magnifique, il n'y a eu aucun débordement, c'était parfait. Les gars, ils ont été monumentaux. Et je te jure que moi, ça m'a mis les frissons quand Pinot est passé à cet endroit-là. C'était la sortie parfaite. Voilà, je referme juste la parenthèse Pinot. Bon, Alaphilippe, faut qu'on en parle. FP, je te laisse. Vas-y. Oui, alors moi, c'était dans mon point frustration, même si moi, je trouve que c'est top parce qu'en fait, on retrouve un Julien Alaphilippe offensif qui prend du plaisir, qui tente des choses. Ça marche pas, mais oui, mais c'est dommage, mais au moins il a tenté. Et moi, c'est ce que je reproche beaucoup à notamment aux coureurs français, parce qu'on s'intéresse beaucoup à eux dans Vélo Podcast, c'est que ils tentent pas assez. Et on a eu un Victor Lafay, on en a pas mis dans les tops, c'est vrai, mais parce qu'on l'a presque un peu oublié, mais le fait que comment il a tenté là sur l'étape de San Sébastien, le coup du dernier kilomètre, c'était brillant. Et voilà, enfin il y avait eu du cran et face à des coureurs top mondial. Donc ça c'était super. Et je trouve que voilà, Julien Alaphilippe doit transmettre ça à la future génération. Et pour moi c'est exactement pour ça qu'il doit continuer. Et presque, je l'encouragerais. Alors tout dépend ce qu'il veut faire. Évidemment, un champion comme lui, il voudra peut-être avoir des ambitions dans les prochaines années, mais tu vois, le style capitaine de route qui transmet des valeurs surtout. Et je pense que dans une équipe, que ce soit G2R, Groupama FDJ, ailleurs, même à l'équipe DSM par exemple de Romain Bardet, c'est un coureur qui peut être primordial à ce niveau-là, parce qu'en fait, il tente tellement de choses, il a ce syntactique toujours, mais physique ne suit plus. Ok, c'est pas grave, tente des choses au niveau World Tour, un jour ça passera encore peut-être d'ici la fin de ta carrière, et dans les courses un peu plus faibles, on peut dire, avec moins de concurrence, ça passera toujours ça. Donc moi, je dis merci à Julien Alaphilippe pour ça, mais frustrant parce qu'évidemment, on sent que on a perdu le Julien Alaphilippe qu'on a connu il y a 3-4 ans, où quand ça partait, il sentait le coup, et il allait souvent au bout, ou bien alors l'échappée allait au bout. Donc c'est ça qui, voilà, c'est mon côté frustration. Mais moi, quand tu le mets dans le flop, pour moi, c'est un peu, tu vas trop loin, je trouve. Voilà. Mais alors, le flop, je reviens sur, pour moi, la définition du flop, c'est le différentiel négatif entre ce qu'on attend au début du Tour de France et ce qu'on a à la fin. Bon, voilà, flop, pour moi, c'est pas un gros mot. On n'insulte pas les gars, on les respecte dans Vélo Podcast. Espèce de flop, Guillaume. Espèce de flop, va. Non, mais tu sais l'amour que j'ai pour Julien Alaphilippe, FP. Tu sais que c'est un mec qui m'a fait.
qui m'a fait rêver, grimper au rideau quand dans ces belles années, fin des années 2010. On a à peu près le même âge avec Julien Alaphilippe. C'est un gars que j'ai vu, qu'on a tous vu arriver en fait au début de sa carrière, quand il était dans l'équipe de développement Ethics Quickstep, et puis ensuite passage chez Quickstep. Et je veux pas l'enterrer tout de suite. Je me refuse en fait, mais peut-être que je me voile la face, FP. Peut-être que je me voile la face, mais je me refuse à enterrer tout de suite Julien Alaphilippe parce que mais je l'enterre pas. Je ne reviens pas non, mais un peu, je trouve, parce que c'est vrai que quand tu dis il serait un bon capitaine de route, etc., etc. Je pense qu'il a encore à donner pour tenter de jouer des victoires sur des grosses courses. Ah, mais je te dis pas le contraire. Je te dis que ça passera moins parce que ça évolue. Il y a des jeunes qui sont meilleurs physiquement que lui, je pense. Bien sûr. Et puis de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Je te dis pas que la roublardise qu'il a ne marchera plus jamais. Au contraire, peut-être qu'il pourrait remporter typiquement à Liège encore un jour avec une journée où il serait très en forme, et avec cet instinct tactique, cette course qui lui fait rêver, qu'il a jamais remporté. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il en gagnera beaucoup moins qu'avant. Pour moi, mais ça c'est sûr, surtout voilà, il doit se transformer et je pense que c'est dur à accepter pour lui, mais quand tu vois le sourire qu'il a, je pense qu'il l'a compris. Je te dis pas qu'il est fini, je te dis juste qu'il doit se transformer pour transmettre plus qu'avant, tu vois, être peut-être moins côté leader intraitable, mais je pense qu'il le fait plus déjà. Ouvert, tout ça. Oui, je pense qu'il le fait déjà. Je pense qu'il le fait déjà à l'intérieur de la Quickstep avec les jeunes et en équipe de France. À part Remco Evenepoel, donc pendant 1 ou 2 ans, il a un peu câliné, etc. Aujourd'hui, Remco Evenepoel est ultra leader chez la Quickstep. Aujourd'hui, Alaphilippe est sur le départ de la Quickstep. Tu veux qu'il parle à qui? De Venins, il est plus vieux que lui, il arrête en fin de saison. Asgreen, tu vas pas lui faire la leçon. Enfin, tu vois, c'est donc Cavagna, je pense qu'ils se connaissent depuis longtemps. Il manque pour moi, il devrait y avoir une équipe jeune, tu vois, autour de lui, ou des jeunes prometteurs. Et bon, après, la FDJ a pas le budget, mais tu trouves? Ouais, non, mais toi, tu le verrais. Alors, vas-y, à la volée comme ça, c'est quoi l'équipe idéale, la prochaine équipe idéale pour Alaphilippe? Pour moi, par rapport aux... Je te dis juste mon nom. Oui, alors déjà, moi, ce serait l'équipe française, mais je te l'explique par rapport à ma théorie. Pour moi, ce serait la FDJ, parce qu'il y aura beaucoup de jeunes coureurs, des très bons de son profil, comme Romain Grégoire. Exactement. Ça ferait un duo de dingue, je suis d'accord avec toi. Exactement, donc pour moi, ce serait l'équipe parfaite, mais il n'y aura pas le budget, voilà. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il a encore un contrat, donc ça sera pas tout de suite, oui, je te confirme. Donc pour moi, dans 1 an ou 2 ans, oui, ok, là il a 31 ans, fin de saison prochaine, il aura 32 ans. Ok, là encore. Moi, je veux encore voir un Julien Alaphilippe s'essayer pour remporter, je sais pas, en fin de saison, je sais pas s'il a prévu d'être sur le Tour de Lombardie notamment, pourquoi pas tenter. Là, les championnats du monde, les efforts qu'il a fait pendant le Tour de France, préparation pour les championnats du monde, leader Julien Alaphilippe, bon, on sait très bien que ce sera leader à 2 têtes avec Christophe Laporte notamment, qui a terminé, on rappelle quand même, vice-champion du monde l'année dernière derrière Remco Evenepoel, et tu vas voir, et en fait, Alaphilippe, il le fait déjà, la Quickstep, le rôle d'équipier quand il peut pas jouer la victoire, il le fait déjà. Ah oui. C'est un mec, mais en fait, c'est pour ça que je kiffe tellement Julien Alaphilippe, parce que c'est un gars, et il a plus le même job qu'avant, ça aussi, il faut aussi le dire. Parce que tu vois, quand il attaque, il fait plus la même différence qu'avant. Voilà, ça c'est sûr. Mais on se remet pas de chute, comme il l'a eu, comme ça. Et des graves chutes comme il l'a eu, on se remet pas en 6 mois ou même 1 an. Je compare pas avec la blessure de Chris Froome, mais on peut dire que c'est un peu moins grave. Un peu moins grave peut-être qu'Egan Bernal aussi quand même, parce qu'il a pas. Mais c'est quand même. Ça s'en rapproche, on va dire. Ça s'en rapproche, exactement. Donc c'est pour ça que Julien Alaphilippe, moi je veux encore voir 1 an, voir sur la fin de saison ce qu'il peut faire, voir sur début de saison prochaine ce qu'il peut faire. Et après, si début de saison prochaine, dans la campagne de classique, Julien Alaphilippe n'est pas en capacité de jouer la victoire. Il aura 32 ans au mois de juin, juillet. Donc j'ai une page anglaise en anglais devant moi. Donc c'est en juin. Désolé, moi je suis allé, comment on appelle ça, English Fanzouz Institute. Je suis désolé. Non, mais en juin l'année prochaine, il aura 32 ans. Là, ok, dans une équipe française pour jouer des coups un peu à la Thibaut
Thibaut Pinot, j'ai envie de te dire. Un peu à la Thibaut Pinot au final, tu vois, sur cette fin de carrière où il va se faire plaisir, où il aura plus de... Mais je veux pas le voir en pré-retraite. Moi, j'ai trop vu de stars arriver dans les équipes françaises et en fin de saison, on fera des podcasts sur les retraités de la fin de saison et on fera un podcast sur Peter Sagan, le champion que ça a été et la déchéance que ça a été chez Total Energy. Mais moi, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Je referme la parenthèse et sur ce Tour de France aussi, il a traversé ce Tour de France comme un fantôme. Il a eu du mal même à accrocher des top 10 sur des sprints. Bon, je referme la parenthèse. Bon, bref. Mais non, Julien Lafilippe, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à tenter et on verra bien. Mais moi, je te dis pas, moi, j'aimerais le voir dans une... Mais tu vois, ce qu'a fait Christophe Laporte en partant de chez Cofidis pour aller chez Jumbo, je sais pas si une autre équipe étrangère voudrait de Julien Lafilippe. Je ne sais pas si Julien Lafilippe voudrait partir dans une équipe étrangère. Envoie-le pas chez Jumbo, c'est bon, ça suffit. Hein. Non, pas chez Jumbo, mais je sais pas, chez Ineos, chez... tu vois, une équipe comme Ineos, franchement, je trouve que l'identité de course de la Ineos aujourd'hui, avoir un Julien Lafilippe avec un Tom Pidcock sur les classiques, je trouve que ça serait d'enfer. Ouais, pourquoi pas. Ça serait d'enfer. Pour moi, une équipe Ineos, ça serait une très bonne équipe pour le Julien Lafilippe. Il y aurait vraiment quelque chose à faire, matière à faire. Et après, peut-être un contrat de 2 ans chez Ineos, et après, transmettre avec des jeunes et revenir, pourquoi pas tenter. Mais ça, en fait, ça... Revenir dans une équipe française, mais regarde, FP, on gueule à chaque fois contre les équipes françaises qui recrutent des pré-retraités pour la fin de leur carrière, et derrière on va dire ça serait bien que Julien Lafilippe il parte. Attention, Lafilippe c'est différent quand même, il est français aussi, il y a ce côté grand coureur français, tu peux pas me dire que ça te ferait pas rêver qu'il revienne dans une équipe française quand même. Alors j'entends bien par rapport à Peter Sagan, à d'autres coureurs. Sa formation elle est étrangère à Lafilippe. En tout cas au niveau des espoirs, il est parti tout de suite chez Etix, Quick-Step. Bon, Armée de Terre avant aussi, il faut rappeler, très bonne équipe. Non mais c'est très bonne équipe. T'as raison, Armée de Terre. Ouais, voilà. Donc, Armée de Terre, mais c'est vrai qu'il y a eu ce passage chez Etix Quick-Step, mais non, écoute. Non, voilà, Julien Lafilippe, c'est vrai que c'est une frustration sur ce Tour de France. C'est une frustration, mais... Bon, voilà, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Voilà, on va pas déblatérer encore 10 000 ans sur le cas Lafilippe. Il faut qu'on fasse nos flaps aussi, hein, tu sais. Et puis, on a un peu commencé, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'on a un peu commencé. Tiens, ton dernier point, c'était quoi? Excuse-moi, parce que je sais que tu avais parlé du parcours dans ton dernier point, mais c'était quoi précisément? On avait déjà parlé, du coup. Ouais, c'était les baroudeurs de manière générale. Bon, d'accord. C'était les baroudeurs de manière générale. Je vais faire assez vite également. La Cofidis, on en a beaucoup parlé dans ce podcast et aussi dans les podcasts précédents, pardon. Guillaume Martin, top 10, j'en ai un peu parlé. Comme je disais tout à l'heure, je vais pas changer mon discours. Il a réussi à s'en sortir très intelligemment, donc bravo à lui et bravo à Victor Lafay également pour Cofidis, tour réussi avec aussi la victoire de Yann Izaguirre et les top 3, parfois top 5, top 10 de Brian Coquard au sprint sont également à souligner. Troisième du classement par point. On a aussi une pensée pour Anthony Perez qui est parti du Tour de France pour des raisons personnelles aussi évidemment, donc on espère que voilà on est avec lui et puis et voilà, tout de bon pour lui. Juste, Guillaume, parlons un peu des flops. Alors, je voulais les appeler les Morkov, parce que c'est lui la lanterne rouge. Est-ce que tu acceptes ça? Michael, s'il nous écoute. Les Morkov du Tour. Ah, il y a les Gérard d'or, parfois, et maintenant, c'est les Morkov d'or. Les Morkov du Tour. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, les Morkov du Tour. Bon, il y en a un qui est très facile pour moi, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu. C'est Anthony Forestier, le réalisateur du Tour de France. Oh, c'est une surprise. Anthony Forestier, le réalisateur du Tour de France, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment... Alors, je vais pas dire catastrophique parce que pas au niveau, tu peux le dire, catastrophique. Pas au niveau sur certaines étapes et voilà, il y a eu trop de problèmes, je trouve, dans la réalisation du Tour de France. Donc c'était vraiment pas du tout terrible pour lui. Ensuite, au niveau des coureurs plus, je vais quand même mettre, et c'est évidemment ça, c'est David Gaudu, déception. Et en fait, j'irai même plus loin, c'est que retenir hormis Thibaut Pinot du Tour de France de la Groupama FDJ par rapport à l'équipe qu'ils ont. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout su exploiter le potentiel de cette équipe et ça, j'en suis très déçu. Mon dernier point pour les déceptions aussi, c'est moi je trouve les concurrents de Vingegaard et Pogačar, ils ont trop vite baissé les bras, je trouve. Alors je dis pas qu'ils auraient pu renverser le Tour de France, mais je trouve qu'il y a eu un trop gros moment de soumission en fait face à ce duo-là. Il n'y a pas eu de grosses tentatives, de gros coups de Trafalgar comme on dit, pour essayer de renverser ce Tour de France. Alors encore une fois, je mets des grandes guillemets parce qu'évidemment ils étaient moins forts physiquement, mais il n'y a pas eu de tentative, je trouve, ou alors trop tard. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant ce dont tu parles.
Eh ben tu sais quoi, je vais avoir les mêmes flops que toi, exactement les mêmes flops que toi. Bon, parfait alors. Je vais pas. Non, exactement les mêmes flops que toi, c'est vrai. Et c'est très intéressant ce dernier point. J'aimerais qu'on en parle et ça explique notamment c'est des explications. On en parle maintenant. Allez, on en parle maintenant. Et pour moi, en fait, cette soumission, tu en parles de la concurrence face à Vingegaard et Pogačar. Ben en fait, c'est la conséquence de ce que tu vois toute l'année. Et quand ils arrivent au départ du Tour, les mecs, avec un début de Tour de France qui est déjà compliqué au sens parcours accidenté, attaque, on a vu notamment dans le Race Kibel lors du jour lorsque Victor Lafay gagne, en fait ils sont que deux. Il y a Pogačar et Vingegaard qui sont déjà tout seuls devant, avec Simon Yates, mais Pogačar et Vingegaard, qui lorsqu'ils accélèrent, sont seuls au monde. Mais c'est parce que les gars sont d'un niveau, et c'est pour ça que je parlais dans les tops d'un duel qui a augmenté d'un ou deux crans encore l'intensité de ce duel qu'on a vu l'année dernière, et aussi le niveau de ce qu'on voit dans le cyclisme toute l'année. Mais en même temps, comment tu veux en vouloir à la concurrence? S'ils tentent de suivre Pogačar et Vingegaard, ils se mettent dans le rouge, il vaut peut-être mieux mettre 10 watts de moins. Je te parle en watts, j'aime pas ça, mais mettre 10 watts de moins et tenir un très bon rythme tout en haut, que mettre 5 ou 10 watts de trop à vouloir suivre Pogačar et Vingegaard, exploser et perdre une minute sur ceux avec qui tu veux te bagarrer pour le top 3 ou le top 5. Oui, mais regarde, par exemple, je vais te donner un contre-exemple parfait. Carlos Rodriguez, quand il remporte son étape, il tente quelque chose, il profite de la situation pour remporter la victoire d'étape et gagner un peu de temps. Alors oui, pas sur le duo Vingegaard-Pogačar, mais sur ses concurrents. Et je trouve que cette étape-là montrait bien que si tu y croyais jusqu'au bout, si tu te donnais à 200% et que tu étais assez malin et que tu tentais des choses quand tu rattrapais ces deux coureurs-là parce qu'ils étaient en train de se marquer, moi, je trouve que Carlos Rodriguez a une attitude offensive sur ce Tour de France qui est assez mal payée avec cette 5e place. Mais voilà, je trouve que notamment. Il y a eu la chute aussi, il faut le dire. Mais moi, je trouve vraiment que là, c'était l'état d'esprit qu'il fallait avoir. Moi, ce que je reprochais à ces coureurs-là, j'entends bien que physiquement, c'était peut-être compliqué, que dans certaines étapes, tu allais prendre des volets. Mais pourquoi sur des étapes un peu de moyenne montagne, où là, tu peux peut-être t'échapper, faire, je sais pas, gagner 30 secondes, 1 minute et peut-être gagner l'étape au passage. Moi, les deux coureurs qui ont eu ce cran-là, malgré tout, c'est Rodriguez et Hindley. Au final, qu'est-ce qu'on va retenir du Tour de France? Alors, Gall aussi, on va le mettre dans le lot, excuse-moi, c'est ça que j'allais l'oublier, mais Guillaume Martin, David Gaudu, Bilbao, même les frères Yates, même s'il y a eu la première étape où ils se lancent tous les deux, mais ces coureurs-là, ils ont peu tenté, mais malgré tout, en fait, ou alors c'est pas arrivé au bout, sauf Adam Yates, évidemment, la première étape, mais c'est le coéquipier de Pogačar, je trouve ça un peu différent. Voilà, moi je trouve qu'il y a eu un manque. Alors, sachant qu'en plus, Ineos au passage, même si Rodriguez gagne, ils ont tellement une équipe énorme et forte, je trouve, en termes de collectif, qu'ils pouvaient tenter des choses en fait. C'est même pas ça, tu vois. Donc tu peux mettre en danger des équipes mais c'est les comme jambes la UAE ou la Jumbo. C'est les jambes qui parlent FP après au bout d'un moment. Ouais, mais tu vas pas me dire que Pitcock, mais Pitcock sur une étape de moyenne montagne, est-ce qu'il est moins fort que Van Aert? Je suis pas certain. Surtout sur un Van Aert comme on a eu cette année, quoi. Van Aert, il est très très fort, certes, mais Pitcock peut le tenir sur une étape quand même. Mais je pense que Pitcock a voulu se tester sur 3 semaines. Hein. Ouais, c'est il était très bien placé au général après. Mais c'est le défaut aussi. Il était près du top 10. Ouais, mais, d'accord, mais la 13e étape, elle sert à quoi? Parce que dans une carrière, c'est un passage obligatoire parfois. Ouais, mais d'accord. Oui, mais alors, si tu veux, mais au final, il explose. La 13e, alors il est 13e au général, super, mais moi, s'il avait remporté une étape et 13e au général, oui. Mais là, tu vois, Pitcock, je le retiens plus. L'année dernière, il gagnait le peu d'US quand même. Ben, c'est ce que je dis. L'an passé, je retiens plus un Pitcock offensif et intéressant que cette année. Est-ce que Pitcock remportera le Tour de France un jour? Je ne sais pas. Moi, je retiens un mec qui a voulu se tester sur 3 semaines, qui était très bien dans le top 10 après 10 jours de course, et qui n'a pas tenu la distance, et parce que c'était Carlos Rodriguez qui est la pépite espagnole de chez Ineos, qui était déjà malchanceux sur la Vuelta l'année dernière où il chute et il termine 7ème du général alors qu'il avait le podium dans les jambes, et Carlos Rodriguez il termine 5ème du Tour de France avec cette chute aussi dans l'étape du Markstein au début, je crois que c'est dans la descente du Ballon d'Alsace, premier col de la journée, où il y avait Sepkus qui le roule dessus et les deux terminent l'arcade gauche en sang et Carlos Rodriguez tout le côté gauche en sang. Mais en fait, moi je pense qu'il y a aussi un impact psychologique en fait aussi, parce que mine de rien, moi et l'impact psychologique est tellement fort qu'il a même atteint des coureurs comme Van Aert. Quand sur le chrono il te dit je suis le premier des êtres humains, je crois, enfin il me semble que c'est c'est la forme de la phrase qui est peut-être différente. Le premier des humains, c'est un truc comme ça. Voilà, exactement. Et ben même Van Aert, tu vois, il se dit ça.
c'est fou. Van Aert, c'est quand même un coureur qui doit remporter des étapes sur le Tour de France, alors il était pas loin cette année aussi, mais qui dit ça, c'est que même lui psychologiquement se dit que ces gars sont tellement au-dessus qu'ils pouvaient rien faire, et c'est dommage. Oui. Alors après c'est Van Aert, mais tu vois, un mec comme Van Aert, il y a les championnats du monde qui arrivent dans 15 jours, même dans 10 jours à peine. Le Tour de France, il pouvait pas faire le Tour de France au taquet à fond comme il l'a fait l'année dernière, et ensuite arriver frais comme un gardon au championnat du monde. Ouais, mais c'est risqué ta théorie, parce que le championnat du monde, est-ce qu'il va le remporter le championnat du monde cette année? Je le souhaite. Mais si déjà, il faut voir qui sera le leader chez les Belges. Hein. Ça, c'est une télénovela. C'est déjà un problème. J'aimerais pas être sélectionneur belge, hein, je t'avoue. Moi, à chaque fois, c'est un enfer. Avec un tel pays de vélo. Franchement, ça va être compliqué parce que peu importe. Désolé aux amis belges qui nous écoutent, hein, mais ça, franchement, les gars, chez vous, bon courage. Hein. Peu importe ta décision, tu seras contesté, je crois, de toute façon. Donc, oui. Mais en fait, si tu veux, regarde. Et pour moi, c'est ce qui explique les écarts au général. C'est le fait de dire dès le début du Tour de France qui sera troisième. Mais parce qu'ils savent très bien que s'ils tentent de suivre Pogačar et Vingegaard, ils explosent, donc ils peuvent remettre en question leur troisième place au général. Un Jay Hindley par exemple. Jay Hindley qui a commencé tambour battant et qui termine le Tour de France à l'agonie, 7ème du général. Oui, il a chuté. Hein. Bon, Jay, c'est vrai. Et, tu as raison de le rappeler. Il a été handicapé par une chute, je crois que c'est en 2e semaine, si je me trompe pas. Ouais, c'est peut-être fin de 2e semaine alors, mais j'aurais plus dit 3e semaine, mais oui, t'as raison. Voilà. Moi, j'aurais dit fin de 2e semaine. Il est handicapé par une chute au début des Alpes. Et c'est vrai qu'en fait, mais cette concurrence, quand tu vois les écarts en général, tout le monde dit ouais, regardez, le 3e il y a plus de 10 minutes, Adam Yates, Simon Yates il y a 12 minutes, plus de. Enfin, voilà, c'est le premier des autres parce que Adam Yates c'est l'équipier de Tadej Pogačar, donc il travaillait pour Pogačar et après il se relevait, mais il termine quand même 3e du tour. Mais ces gars-là, c'est pas la peine de suivre Pogačar et Vingegaard, c'est pas la peine, tu vas exploser. Mais tu vas exploser. Demain, FP, on va rouler avec un gars qui est un des meilleurs amateurs, français. Je sais pas, je te donne un exemple comme ça. On se met tous les deux dans la roue. Une montée va arriver. Tu vas faire quoi? Tu vas rouler au train. Tu vas même pas tenter de le suivre quand ça va grimper. Moi j'attaque, Guillaume. Après j'explose, mais j'attaque. Oui, mais voilà, mais tu exploses derrière. Tu demanderas avec toutes les personnes avec qui j'ai roulé, j'ai toujours attaqué d'abord. Après j'ai explosé, mais j'ai toujours attaqué d'abord. Oui, bon, c'est très bien que là où t'es le plus fort, c'est la descente. On sait très bien, FP, mais c'est après la sortie. Désolé. Non, mais alors attention aux auditeurs, ne vous enflammez pas. On se compare pas aux gens du Tour. Non, mais je te redis ce que je te dis, c'est que la concurrence se disait déjà qui va terminer 3e, c'était l'autre bagarre, et l'exemple frappant, c'est le Tourmalet. Quand Pogačar et Vingegaard attaquent, ils partent, et puis derrière, t'as un peloton de 20 qui se reforme. Et puis voilà, t'as une deuxième course qui commence. Ouais, c'est l'exemple type de ce qui s'est passé sur ce tour. D'accord, ça j'entends. Mais après, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Anticiper, tenter des choses. Comme un peu la dernière étape. C'est la dernière étape. Oui, c'était la dernière étape où les coureurs ont... Ouais, je crois que non, pas le Markstein, je confonds. C'est avec... L'avant-dernière étape au Markstein ? C'était l'avant-dernière étape où les coureurs ont attaqué. Attends, il faut que je me rappelle. Où c'était à Courchevel. Où les coureurs ils sont tous partis un par un. Oui, Adam Yates, ils partent tous un par un. C'est le Markstein, hein? Non. Oui, il me semble que non, c'est pas le Markstein. Mais c'est l'étape de Courchevel. L'étape de Courchevel avec le col de la Lose où devant en échappée t'as Simon Yates et compagnie. C'est ça. Oui, c'est Courchevel, tout à fait. Oui, voilà. Oui, tout à fait, c'est Courchevel. Oui, mais encore une fois, et là encore. C'est qu'est-ce que laisse Jumbo et UAE dans la gestion de la course, où on a vu parfois des gars vouloir tenter. Quand David Gaudu avait pris un éclat au général, je crois justement c'est l'étape du col de la Lose, ou c'est peut-être un peu plus tôt, où en fait t'as Jumbo qui roule tout de suite derrière. Ouais, zéro possibilité. Donc faut voir qui a cadenassé la course, qui voulait une course usante, c'était Jumbo, il voulait une course usante, il voulait user Pogačar, ils l'ont usé, ils l'ont fait exploser. Et derrière, forcément, ça laissait moins de possibilités. Donc c'était les autres, vous mettez derrière. Et puis nous, quand on embraye dans l'école, Jouplane par exemple. Et puis après, vous jouez les accessites et terminé. On passe à la suite, Guillaume. Je pense qu'on a tout dit un peu sur l'ambition des outsiders. Passons quand même. Alors j'ai envie de parler de ce point avec la Groupama FDJ. Déjà, t'en as pensé quoi ce Tour de France si on retire Thibaut Pinot? La Groupama FDJ a fait la course qu'il devait faire. Je l'ai dit, je le redis, David Gaudu ne s'est pas menti. Quand il fait 4e du Tour l'année dernière, quand il fait 2e de Paris-Nice cette année, il doit viser les générales du Tour de France, il doit viser le podium. Il a voulu viser le podium,
gêné par des allergies au printemps, peut-être un peu d'extra sportif derrière. Il arrive au Tour de France pas dans les meilleures conditions et David Gaudu s'est pas menti. Voilà, la Groupama FDJ a tenté de jouer le général. Voilà, pour moi c'est un flop parce qu'on attendait David Gaudu beaucoup plus haut. Et au final, la Groupama FDJ est pour moi l'équipe française qui a peut-être raté le plus son tour. Il y a Arkea Samsic dans le lot quand même, hein. T'es un peu dur là pour le coup. C'est pour ça en fait, c'est pour ça. Non mais il y a Arkea Samsic, mais Arkea Samsic, tu les attends pas, tu les attends pas haut. D'accord. Tu les attends en baroudeur, tu les attends à gauche à droite, et top 10 de Mozato, top 10 peut-être de Barguil. Mais Groupama FDJ, même dans les tentatives d'échapper, ils n'étaient pas forcément présents tout le temps, alors qu'ils pouvaient, tu vois. Comme Valentin Madouas avait de super jambes. Alors d'accord, mais mine de rien, regarde. Aussi, voilà. Groupama FDJ, on va refaire juste la start list pour que moi, je te dis pourquoi c'est un flop pour moi. Alors David Gaudu, pour moi, c'est pas le pire flop en fait, parce que David Gaudu, il fait 9e, moi je le voyais entre le top 3 et le top 7, enfin et la 7e place. Donc voilà, il est un peu en dessous, mais voilà, il fait top 10 du général. Oui, c'était compliqué pour lui, on avait bien compris. Là où je reproche la tactique Groupama FDJ, c'est que quand tu sais que David Gaudu, par rapport à son Dauphiné, j'entends bien qu'on met tout en œuvre pour lui parce qu'il a fait un très bon Paris-Nice, mais ça remonte déjà à loin. Donc ce que je veux dire, c'est que tu dois prévoir des plans B, des plans C, en disant, voilà, au moment où tu sens que le podium va être très compliqué, le top 5, tu sens que ça va être assez dur de rester là-dedans. Non, je ne voulais pas Lenny Martinez, évidemment, mais je vais faire la compo. David Gaudu, Kevin Geniès, Stéphane Kung, Olivier Legac, Valentin Madouas, Quentin Paché, Thibaut Pinot et Lars Vandenberg. Quant à ces coureurs-là, tu sais que David Gaudu est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, que le top 5 va être très compliqué. Entre 5e et 10e place, tu penses qu'il peut s'accrocher avec 2-3 gars pour l'accompagner. Mais tente-moi des choses. Valentin Madouas est dans une forme incroyable, on l'a vu sur le championnat de France. A priori, les jambes qu'il a, il est capable de prendre les échappées. Arrête de le cantonner au rôle de chien de garde de David Gaudu si tu sais que le top 5 et le top 10 c'est plus possible. Je te dis pas la première semaine, mais au bout de la 2e semaine, on savait déjà que c'était le top 3 quasi foutu. Le top 5, j'y croyais encore moyen, mais il fallait vraiment qu'il revienne en forme. Tu mets trop de billes sur David Gaudu à ce moment-là, ça l'aide pas en plus parce que tu sens qu'il est pas bien et en plus il répondait pas aux journalistes tout le temps, tu vois, enfin ça lui met une pression de dingue. Retire-lui tout ça en disant ok, on a compris David Gaudu cette année, ça va peut-être chaud le top 5, on vise top 10, mais en revanche, objectif vu l'équipe qu'on a, c'est les victoires d'étape, mes gars, parce que Stéphane Kung il peut se mettre dans une échappée, Madouas aussi, Quentin Paché est un bon coureur, il était en forme aussi sur ce Tour de France. Tu les fais accompagner par un Kevin Geniès, qui était aussi d'ailleurs en forme également, mais accompagné avec un ou deux coureurs sur certaines étapes, tu peux faire un coup à la Jay Hindley, entre guillemets. Donc, tu sais, quand il est avec plusieurs équipiers, avec Bourman, je crois. Oui. Donc, quand tu as des gars comme ça, même pour accompagner Thibaut Pinot, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas été assez offensifs, et c'est un reproche global de la Groupama FDJ très souvent. J'entends bien qu'on veut se réinventer en mettant tout sur le général, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette star-là, ou ce grimpeur né, pour être sûr à 100% dans le top 3. David Gaudu est un très bon coureur. Quand il est très en forme, il peut aller très haut. Mais il n'est pas en forme, c'est bien là le problème. C'est que tu le sais, toi. Oui, en fait, je trouve qu'ils nous ont menti. Enfin, ils nous ont menti. Nous-mêmes, si on le voit qu'il n'est pas en forme à 100% et qu'il fait 9e du tour, c'était un beau Tour de France pour David Gaudu, malgré tout, vu qu'il n'est pas en forme. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi, en fait. Mais il est en forme de quoi? C'est là où je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit qu'il est en forme? Non, mais c'est pas question d'être en forme ou pas en forme, en fait. C'est question de dire, David Gaudu est ton leader. Dès le début de l'année civile, donc de la saison 2023, tu mises tout pour David Gaudu sur le Tour de France. Tout. C'est-à-dire que même tu écartes Arnaud Démare de la start list parce que tu sais très bien que ça va pas pouvoir cohabiter 3 semaines. Tu le sais très bien, voilà. C'est comme ça. Ah mais moi, je suis pas sûr de ça, par exemple. Tu vois. Mais si, ça aurait pas cohabité 3 semaines. C'est pas possible. Ça aurait pas pu cohabiter 3 semaines avec un Arnaud Démare qui va partir de l'équipe Groupama FDJ. Voilà, c'est comme ça. Mais David Gaudu, il fallait qu'il aille au bout. En fait, ce Tour de France 2023 a été amorcé dès la fin du Tour 2022. Quand David Gaudu fait 4e, quand on voit qu'il est capable de tenir la roue pratiquement des meilleurs à son rythme dans l'école, et je pense que pour David Gaudu, il va falloir faire attention à ce qu'il ne devienne pas trop diesel dans la suite de sa carrière, parce que les débuts d'étape où il a été lâché, notamment sur les terrains accidentés, attention, faut pas que ça devienne dangereux dans la suite de sa carrière, dans sa gestion des courses. J'espère pour lui que c'est pas un vilain défaut qu'il est en train d'acquérir. Je referme la parenthèse. Mais David Gaudu, c'était déjà vu à la fin du Tour de France 2022, qu'en 2023, il jouerait le général. Terminé. Voilà. Après, sur
sur la tactique de course, sur les tentatives de prise d'échappée avec notamment Valentin Madouas. Oui, à la rigueur, t'étais pas obligé d'avoir Valentin Madouas aux côtés de David Gaudu tout le temps, tu pouvais laisser Thibaut Pinot aussi, même si Thibaut Pinot, tu l'as vu après derrière échapper. Mais regarde, ils ont été échappés à plusieurs, notamment dans l'étape du col de la Lose. Le col de la Lose, justement, t'avais Pinot, t'avais Madouas, t'avais Gaudu, t'avais Kung, t'avais 4000. Mais à la fin du Tour de France, ils étaient tous morts. C'était la fin du tour, là. C'était compliqué, je trouve. C'est ce que j'allais te dire. Et ça s'est joué à la pédale. Et Gaudu, je crois qu'il fait 5e à Courchevel. Ouais, 5e. Je suis pas sûr, je crois qu'il fait 5e. Mais voilà, mais plutôt dans ce Tour de France, là, je suis d'accord avec toi. Je m'attendais à avoir plus de Groupama FDJ. Et franchement, tu sais quoi ? Regarde, j'ai été dans les Pyrénées à chaque fin d'étape dans les Pyrénées. Gaudu avait perdu du temps, encore un peu plus de temps chaque jour. On allait voir Gaudu, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Marc Madiot, pareil, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Mais ça doit être chiant pour eux. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, c'est clair. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis, ils se sont pas mentis eux-mêmes, parce que dès la fin du Tour de France 2022, c'était déjà écrit que ça allait être comme ça. C'était déjà écrit. Et là, tu sais quoi, on peut écrire le Tour de France de l'année prochaine, en 2024, pour la Groupama FDJ. Il y sera pas, David Gaudu, surtout. Peut-être. Je crois, est-ce que tu penses qu'on va voir les jeunes pousses ? Alors, je sais pas, ça va dépendre de leur Vuelta, hein. Ça on pourra en parler dans le podcast Vuelta, mais je pense que ça va dépendre beaucoup de ça. On va en parler. Parce que c'est vrai qu'à la Vuelta, c'est pratiquement l'ancienne équipe Conti qui va y partir. Tant mieux d'ailleurs. Marc Madiot l'a déjà dit, c'est déjà l'équipe Conti qui va y partir, avec les Martinez, Grégoire et compagnie, et ça va être très 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 intéressant, parce que on a vu, et on va passer à un autre point après, FP, mais on a vu des passations de pouvoir de génération entre les générations. On l'a dit encore une fois, Pinot démarre, Gaudu Madouas, et là t'as une nouvelle génération qui arrive maintenant, qui va pousser les Gaudu, les Madouas. Ouais. Et là je peux te dire que celle-ci, elle est beaucoup plus offensive que celle qu'on a actuellement, je trouve, hein, moi, mais après c'est mon avis. Exactement, et pour avoir vu le Dauphiné de Lenny Martinez, Tour de Catalogne de Lenny Martinez, j'ai très 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 hâte de le voir sur la Vuelta. On termine avec le Groupama FDJ, on en a assez dit, FP ? Ouais, je pense aussi. Maintenant, parlons je vais juste faire un petit point sur Anthony Forestier et le réalisateur du Tour de France. Voilà. Allez, c'est à toi, vas-y, je te laisse. Mais en une phrase, c'était une année sans. Écoute, à l'année prochaine, tu regardes bien toutes les étapes que tu as faites et tu regardes ce qu'il faut améliorer. On se revoit l'année prochaine, parce que de toute façon, j'ai déjà tout dit sur les podcasts. Non, mais après, là je tire sur l'ambulance qui allait pneu crever, donc ça sert à rien, franchement, là. Donc, non, je te trouve gentil là. Avec lui, hein. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux te dire ? ASO a prolongé jusqu'en 2030, a priori, ils n'ont pas prévu de le remplacer, donc de toute façon, il faut faire avec. Donc, espérons qu'il s'améliore, puisqu'on peut tous s'améliorer, même nous. Donc, voilà. Bon, ben c'est moi qui vais tirer sur l'ambulance, alors. Alors, vas-y, alors. Tour de France catastrophique, une réalisation à chier. On vend les images au monde entier, on n'est pas capable de filmer comme il faut. Le sprint de Limoges, je vais pas paraphraser ce que tu as dit, c'était nul du début à la fin. Sur le sprint à Limoges, tu passes pas autant de temps à regarder un sprint de dos, t'as un hélicoptère, tu t'en sers, tu regardes un peu comment ça se passe. Les bagarres avec les poursuivants, va falloir qu'ils se remettent en question, Anthony Forestier, parce que les bagarres, c'était bien pour Pogačar-Vingegaard, c'était bien, hein, ça nous a tenu pendant 2 semaines, hein, ça fait les audiences, hein, et tout le monde a vu, toutes les audiences de tous les médias qui ont suivi le Tour de France. Quand Vingegaard a tué le Tour de France, les audiences ont baissé, pour tout le monde. Mais tu peux pas rater autant la course comme il a pu la rater ailleurs. Bon, voilà, on va pas revenir sur l'épisode Thomas Vauclair avec la moto dans le col de la Lose. C'est compliqué d'être partout tout le temps. Mais au bout d'un moment, faut sentir la course. Il y a d'autres réalisateurs dans le passé qui ont beaucoup mieux senti la course. Moi, c'est bien de voir Pogačar-Vingegaard, je le redis, hein, mais je veux voir ce qui se passe derrière. Pour moi, la bataille pour le podium, la bataille pour les accessites était superbe à voir aussi. T'avais de vrais peignets, de vraies bagarres qui étaient là. Et je trouve que c'est cataclysmique, hein, c'est cataclysmique. Hein. Mais tu sais quoi, c'est Anthony Forestier qui est réalisateur du Tour de France Femmes. Je sais pas, je te pose la question. Ah non, alors a priori, moi je pense que ce serait lui, mais je veux pas dire de choses que je sais pas, donc je sais pas. Ouais, bah ça m'étonnerait pas que ce soit lui, parce que pour moi, le début de Tour de France Femmes est filmé comme un pied, et je trouve que dans les bagarres, on voit pas tout. On voit pas tout, je suis désolé, on voit pas tout. Heureusement qu'il y a des caméras fixes aux arrivées, sinon on raterait la ligne d'arrivée. Je parle même pas de l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc avec la victoire de Jack Haig. C'est Jack Haig, hein, c'est ça qui gagne à Saint-Gervais-Mont-Blanc, il me semble. Ou Wout Poels. Wout Poels, ouais. Tout à fait, Wout Poels, c'est pas Jack Haig, pardon, c'est Wout Poels. C'est Wout Poels, ouais. C'est catastrophique.
catastrophique. Wout Poels, tu le vois 2 secondes passer à la ligne d'arrivée, après tu repars sur une bagarre où il y avait 0 différence qui a été faite. Mais fous-moi des doubles fenêtres. Qu'est-ce que tu vas perdre à pas foutre une double fenêtre pour voir d'un côté Wout Poels qui va arriver sur la ligne pour gagner. En plus, Tour de France de la Bahreïn Victorious qui a été très réussi. Et derrière, tu mets la double fenêtre avec Pogacar-Vingegaard. Comme ça, tu rates pas ce qui se passe. Tout comme tu peux mettre une double fenêtre avec Pogacar-Vingegaard et le reste de la concurrence derrière. Regarde, franchement, l'équipe... En fait, on va revenir sur ce qu'on s'est dit pendant le Tour de France, mais c'est pas grave, il faut y revenir. Le Tourmalet, quand Pogacar et Vingegaard ils partent, mais le peloton de 20, moi j'aurais été, c'est bien, on a vu les UAE, prendre le lead de ce petit groupe, on n'a même pas vu Bardet sortir, mais on n'a pas vu grand chose. Tour de France raté, et je te parle même pas. Et alors, là, c'est vrai que sur Twitter, j'avais mis Tour de France. Anthony Forestier arrête de faire des gros plans sur ceux qui pleurent après l'arrivée au Markstein, avec notamment Marc Madiot et compagnie et tout ça. C'était pas Forestier qui faisait le Vélo Club, mais ça c'est peut-être la patte France Télévisions à vouloir faire des gros plans sur ceux qui chialent en permanence. Ça m'exaspère. Arrêtez un peu de vouloir faire des gros plans à la Hollywood sur ceux qui chialent. C'est bon, ça va, ok, tu pleures. Quand il y a un moment d'émotion, c'est gros plans à la Hollywood, je sais pas, quand Johan Ofredo... Bon, c'est pas là où ça me choque le plus, à la limite, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas là que ça me choque, mais c'est un lot, en fait c'est un lot, tu vois, je te fais le bon, dans le paquet de bonus, là, quand t'as tu sais, quand tu ouvres le Kinder, là, c'est Kinder Surprise, là, je te donne le petit paquet de bonus, une Kinder Surprise à la fin du tour, c'est raté du début à la fin, voilà, donc la réalisation de France Télévisions, c'est bon. Voilà, c'est au bout d'un moment, il faut se remettre en question. France Télé, c'est bien, vous re-signez jusqu'en 2030, mais remettez-vous en question, remettez-vous vraiment en question. Voilà. Faisons un petit point maintenant peut-être sur notre équipe top flop chacun. Alors en allant assez vite parce qu'on est déjà là à plus d'une heure de podcast, oui, mais on a parlé déjà beaucoup d'équipes, donc c'est pour ça que je me permets d'aller plus vite sur ce point-là. Vas-y. Guillaume, parce que est-ce que tu as une équipe top dont on n'a pas parlé vraiment en quelques phrases? Israël. D'accord, et pourquoi? Israël Première Tech, parce que je trouve que c'est une équipe qui est en pleine mutation, c'est assez intéressant, on l'a vu notamment avec Derek G sur le Tour d'Italie. C'est une équipe qui obligés de se réinventer en 2023 après leur relégation au niveau en Pro Team. Ils ont chuté du World Tour. T'as le patron d'Israël Premier Tech qui se réveille, enfin, tu sais pas comment, pourquoi. Chris Froome trop payé. Bon, ok. Ah bah, il s'est rendu compte ça maintenant, lui. Ah ouais, exactement. Je me suis dit exactement la même chose. Bon, bref. Mais très intéressant avec les Richie Tello aussi. Il me semble que Richie Tello est chez Israël Première Tech. Je vais pas dire de conneries. Tu peux vérifier FP pendant que je suis en train de parler, s'il te plaît. Richie Tello, mais non, Derek G au Tour d'Italie, c'était très intéressant. Là, sur ce Tour de France, Hugo Hull, Michael Woods, encore à l'avant, une équipe offensive. Je vais revenir sur la composition d'équipe de la Israël Première Tech au départ avec Guillaume Boivin, Simon Clark, Chris Neylands, encore une fois très intéressant, le jeune Corbin Strong qui commence à éclore petit à petit, qui sera très intéressant à suivre avec Nick Schulz aussi, Dylan Tuts. Non, j'ai beaucoup aimé cette équipe et pour moi c'est un top parce que tu vois, quand on parlait de flop entre l'attente au début du tour et ce qu'on a à la fin du tour et c'est en négatif, ben là c'est vraiment en positif et je trouve que c'était voilà, c'était très intéressant. Je me trompe pas, FP ils ont pas eu de victoire cette année, les Israël Première Tech. Neylands qui était repris dans le final d'une étape, c'est tout. Ah, sur le Tour de France, tu veux dire? Ouais. Ouais, sur le Tour de France. Non, il n'y a pas eu de victoire cette année, même si on a failli assister, mais effectivement avec Neylands. Donc non. Et alors j'arrive pas à retrouver du coup là le nom en même temps je le cherchais. Mais du coup vas-y, je te laisse et je vais aller le voir. Mais en tout cas voilà, Israël Première Tech, c'est mon top. Toi, tu en as? Alors j'avais Israël aussi pour tout avouer sur le top parce que c'est vrai que c'était une équipe qui m'a assez bluffé. Alors elle part de très bas dans mon estime parce qu'évidemment ça fait quand même plus d'un an que quand on voit ce qu'elle fait, c'est un peu le niveau d'Astana aujourd'hui malheureusement. J'avais été un peu à ce niveau-là, donc ça me faisait un peu plus, alors je vais pas te dire pitié, c'est exagéré, mais ça me faisait de la peine pour eux. Je vais mettre la Bahreïn Victorious, pas pour notre ami Barnabé qui vient nous voir souvent dans le podcast, mais non, ce serait plutôt parce que c'est un Tour de France très solide de leur part, victoire des étapes, avec voilà, alors, la seule déception c'est quand même Mikel Landa par rapport à son classement général, mais un Phil Baos qui compte dans les sprints, même s'il abandonne en fin de Tour de France, un Peyo Bilbao qui réalise un très bon Tour de France aussi, donc voilà, un Tour de France réussi et solide de la part de la Bahreïn Victorious. Je suis d'accord avec toi. Richie Tello chez Israël, je te confirme. Voilà, très bien. Alors, ton flop, c'est qui chez toi en équipe? Moi, c'est une équipe française, pour que tu me la prennes pas.
Ah, c'est une équipe française, ok. Donc, va falloir que j'aille voir chez une autre équipe. Je vais pas mettre IF parce que Richard Carapaz abandonne. Oh non! Abandonne dès la première étape. Je vais quand même pas mettre. Movistar non plus, ça serait dur. Exactement, Movistar. Ah ben je voulais mettre Movistar. Non, je déconne. Bon, alors sinon j'ai la mienne. La mienne, je vais te la dire du coup. J'hésite entre plusieurs équipes en fait, mais vas-y. Alors la mienne, je t'en laisse peut-être une. Alors parce que la mienne, c'est Total Energy. Parce que comme tu l'as dit, Peter Sagan qui passe son Tour de France à rien faire en fait. Après, je pense pas que ce soit lié à l'équipe, mais plus au personnage. Ce serait intéressant qu'on y revienne peut-être avec quelqu'un qui l'a connu, un de ses équipiers. Il faudrait qu'on essaye de voir pour la fin de l'année, d'avoir quelqu'un qui nous parle de lui. Même s'il y a eu le soleil, Mathieu Burgodeau, on va dire, la petite éclaircie plutôt. C'est globalement un Tour de France très décevant. D'autant plus qu'ils ont perdu leur leader Stef Kras, le Belge, qui tombe lors de la 8e étape violemment, alors qu'il était plutôt bien placé au général. C'est un flop nuancé quand même, Total Energy. Ouais, alors c'est un flop nuancé, mais ça reste un flop parce que là, ça fait quand même beaucoup de Tours de France où c'est compliqué pour eux, quoi. Et alors je dis pas qu'ils ont des gros moyens, mais bon, tu dois faire mieux par rapport à l'équipe que tu peux avoir, je pense. Voilà. Et surtout sur un Tour de France où il y avait quand même pas mal de baroudeurs qui pouvaient scorer. Il y a des bons coureurs dans cette équipe. C'est ça qui est frustrant. Anthony Turgis, Valentin Ferron, Pierre Latour, des coureurs que j'estime beaucoup, je trouve, en baroudeurs. Qui ont fait des bons débuts de saison, comme Valentin Ferron par exemple. Ouais. Donc c'est une déception pour moi peut-être plus, mais voilà, ça reste quand même pour moi mon équipe flop. Ouais, flop nuancé parce que bon, c'est vrai qu'il y a Burgodeau quand même qui pour moi fait un très bon Tour de France. T'as un Stef Kras. Oui, mais quand il pleut, Guillaume, il peut y avoir une éclaircie. Et en l'occurrence, l'éclaircie, c'est Mathieu Burgodeau. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai fait un petit laïus sur Peter Sagan tout à l'heure. Je vais pas le refaire, mais Stef Kras. Mais qui sait, Stef Kras peut nous faire un tour à la Félix Gall aussi, hein, parce que sincèrement, là, je suis moins de ton avis là-dessus. Non, mais c'est un bon coureur, hein. Je suis moins convaincu. Pour moi, Stef Kras, il y avait largement le niveau du top 15 cette année, dans ce qu'on voit, dans sa progression régulière. Ah, oui, top 15, oui. Non, mais bien évidemment, à voir. T'as vu un Pierre Latour qui est offensif, qui est malheureusement, et là c'est psychologique, en difficulté dans les descentes, et ça fait mal au cœur. T'as vu un Danielos, un Edvald Boasson-Hagen tenter de partir à l'avant. Flop nuancé, mais bon, voilà, je te rejoins quand même un peu sur la Total Energy. Je suis en train de réfléchir sur les autres équipes en flop. Je vais pas tirer sur l'ambulance Astana parce que bon, Cavendish fait quand même de bonnes placettes et s'il abandonne pas, il peut remporter un sprint d'ici l'arrivée aux Champs-Élysées, donc je vais pas tirer sur l'ambulance Astana. J'hésite tout simplement. Arkea, non, c'est pas du tout un flop. J'hésite très sincèrement entre trois équipes, Intermarché, DSM et Lotto Destiny. J'hésite entre ces trois équipes. Je vais te dire ça très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'Intermarché, on attendait beaucoup du phénomène Biniam Girmay et je trouve que Biniam Girmay fait une saison compliquée. Peut-être que le contre-coup de la saison dernière est vraiment là pour Biniam Girmay dans la gestion peut-être émotionnelle aussi de cette saison où il est devenu une star en Érythrée et tout, c'est peut-être compliqué à gérer pour lui. L'abandon de Louis Mentiès, Adrien Petit qui termine le tour tant bien que mal. Il y a quand même des gars qui étaient offensifs, hein, comme un Rui Costa. Donc voilà, DSM, Romain Bardet avant son abandon, il pèse pas. Degenkolb, il est près de la retraite. Nils Sekhoff, il a jamais réussi Nils Sekhoff à passer le cap chez les pros. Alors il y a eu Samuel Ford au sprint un peu qui a fait quelques placettes, mais sinon ils ont traversé le Tour de France un peu comme des fantômes les DSM. Et la Lotto Destiny, parce que c'est un bordel sans nom. À la Lotto Destiny, Stéphane Lowe a repris l'équipe en début d'année. Caleb Ewan se barre du Tour de France alors qu'il a monté l'équipe pour lui. On va pas revenir sur le coup de gueule qu'il avait fait, hein, Stéphane Lowe, le manager français de la Lotto Destiny, mais c'est un bordel sans nom cette équipe-là. Florian Vermeersch il met plus un pied devant l'autre alors qu'il a fait deuxième de Roubaix, je crois. Pascal Incorn a tenté, mais bon, voilà. Victor Kampenaerts, ça a été super combatif du Tour, mais il est super combatif en attaquant 2 étapes. Donc voilà. Voilà un peu pour le portrait. Voilà, j'ai un peu dressé le portrait des Lotto Destiny. Tu as fait un peu un pêle-mêle des équipes flop. Ouais, voilà, parce que j'avais pas un gros flop. On a parlé des Groupama FDJ, on a parlé d'autres. Voilà, je voulais pas faire un gros flop. Voilà. Ça marche. FP. Bon, on a fait un beau gros tour, hein, du Tour de France.
c'est beau. Un tour du tour, on a fait un tour du tour, c'est magnifique FP. Exactement. D'une heure de podcast, là quand même c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Voilà, je pense qu'on a été complet en tout cas. Ouais, mais en tout cas, suivez toujours, il y a le journal du Tour de France féminin évidemment que tu fais brillamment Guillaume. Et puis on aura des podcasts qui vont arriver bientôt évidemment avec la Vuelta qui arrive derrière, les championnats du monde. On a les transferts qui vont se faire doucement aussi, on attend un petit peu les premières confirmations et les premières grosses informations. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. Merci encore une fois de nous avoir tous suivis sur ce Tour de France. Voilà, c'est la preuve que merci que vous reconnaissez notre travail et voilà, et bravo à toi Guillaume. Oh, arrête un peu. Non, mais merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast. Merci de nous avoir écoutés pendant ce Tour de France. On va pas refaire le laïus de début de podcast, mais c'est vrai que les records ont explosé et ça fait vraiment plaisir. Ça nous encourage aussi pour la suite. Donc voilà, on lâche rien. On continue avec le Tour de France femmes parce que si on a suivi pendant 3 semaines le Tour de France hommes, c'est tout à fait logique derrière de faire un suivi sur le Tour de France femmes. J'en profite en même temps pour faire la promo pour les copains d'Actu Cyclisme Féminin, Julien Després, qui réalise un boulot de dingue, 365 jours par an sur le cyclisme au féminin, et ils font un gros boulot et continuent pendant ce tour. Donc voilà, faut les saluer, FP. Et puis sinon on va se retrouver très bientôt dans Vélo Podcast. Tu l'as dit, on va parler transfert. Les premières officialisations pourront tomber pas avant le 1er août, ça va tomber au 1er août. On attend cette période de transfert. Il va y avoir quelques changements intéressants. Est-ce que Evenepoel va rester chez Quick-Step? Tiens, on va en parler. Les championnats du monde qui vont arriver, avec peut-être quelques titres. La Vuelta qui va arriver aussi. Bon, la saison n'est pas terminée, la retraite de Thibaut Pinot plus tard. Bon bref, on aura le temps de chialer plus tard FP. Allez, ciao à tous et merci encore de nous suivre sur Vélo Podcast. Ciao, à bientôt.